Depuis 73 ans, la mairie de Bordeaux était à droite. Un événement, le 28 juin dernier, une coalition verte, de gauche et de la société civile a renversé cette tendance et Pierre Urmic était élu maire de Bordeaux. Un événement sans précédent, historique. Depuis 73 ans, rien de tel ne s'était passé. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être reçus dans les jardins de l'Hôtel de Ville et de dialoguer avec Emmanuelle Ajon qui elle-même a été élue troisième adjointe à la mairie de Bordeaux, en charge du logement et de l'habitat. Alors bien sûr, nous allons revenir sur cette conquête du pouvoir, en quelque sorte, sur l'historique de cette conquête du pouvoir, parce que je crois qu'Emmanuelle, vous avez été une des premières à croire véritablement en la chance de Pierre Urmic, sur votre projet pendant ces 6 ans. Et puis on parlera un petit peu quand même, et c'est bien normal, du Parti Socialiste, parce que vous êtes 5 adjoints du Parti Socialiste, et on peut dire que le rose a repris un petit peu de vigueur au soir de cette élection. Alors déjà, merci de nous faire confiance, Emmanuelle Ajon, et vous allez rapidement vous présenter, parce que vous êtes quand même une inconnue pour le grand public. Emmanuelle Ajon, je suis une Bordelaise, mère de 2 enfants. Je suis aujourd'hui vice-présidente du département en charge de la protection de l'enfance depuis un peu plus de 5 ans. Je viens d'être élue maire adjointe aux côtés de Pierre Urmic. J'étais auparavant élue conseillère municipale d'opposition à la mairie de Bordeaux auprès de Michel Delaunay et de Mathieu Rouvert et de Vincent Feltès. Est-ce qu'on peut dire que vous vivez un rêve éveillé d'une certaine façon? Non. C'est pas un rêve éveillé, c'est une victoire magnifique après des années d'entêtement de l'opposition bordelaise et puis 2 ans de travail acharné pour que l'union permette de pousser les portes de la ville de Bordeaux. C'est pas un rêve, c'est la réalisation d'un rêve. Je disais en préambule que vous avez été une des premières à croire en Pierre Urmic. Vous aviez fait 2 émissions de télévision sur TV7 et vous disiez qu'il était peut-être le plus à même à conduire une union gauche, société civile et également verte. Il y a quand même un renversement de tendance parce que pendant très longtemps c'était les Verts qui étaient à la remorque du PS et là on assiste à quelque chose de totalement inédit, c'est le contraire qui se passe. Comment c'est vécu par les socialistes déjà? Alors déjà, vous le présentez vous-même de façon négative, vous dites que vous êtes à la remorque. Non, nous faisons une équipe et ce n'est pas le même qui est le leader du jeu. C'est ça la différence et ce n'est pas péjoratif. Alors, dans une équipe, tout le monde est utile, autrement on ne fait pas d'équipe. Donc comment le vit le PS au départ? Pas très bien en effet, hein, l'habitude d'être le leader. C'est pas facile de laisser sa place, même si aux européennes on avait déjà commencé un petit peu ce changement. Et après, une équipe se dit, soyons réalistes, analysons la réalité. Des sondages qui nous portent à 6% d'intention de vote avec Mathieu Rouvert en leader du Parti Socialiste bordelais à l'époque. Une gauche moins traditionnelle, plus LFI, plus à gauche de l'échiquier, on va dire, plutôt haute. Et des Verts qui restent hauts, mais avec un plafond de verre clair, hein, puisqu'ils ne dépassent jamais, s'ils ne sont pas dans l'Union, les 30%. Donc cette analyse, avec un départ inattendu d'Alain Juppé, qui change quand même la personne charismatique tant aimée des Bordelais. C'est une analyse en effet faite par une équipe, par un renouveau, par des plus jeunes qui disent à un moment, soit on veut être ceux qui participent à l'histoire, de fermer la porte de 73 ans d'une ville gouvernée par de la droite, avec tous les effets négatifs que nous mettons en avant et que nous combattons depuis des années, ou bien nous participons à l'histoire. Et nous changeons ça, mais il faut accepter d'être derrière. Et par contre, il faut être moteur pour cette union et c'est ça notre job. Alors, bien sûr, vous avez dû tout entendre depuis l'élection de Pierre Urmic et notamment que toutes les planètes étaient alignées. Parce que quand même, indépendamment de la qualité de votre programme sur laquelle on va revenir, vous bénéficiez de l'abstention, vous bénéficiez de la crise du Covid, vous bénéficiez peut-être des maladresses de l'adversaire, d'une certaine façon avec ce rapprochement, pas contre nature, il était de nature, mais il était peut-être maladroit dans le contexte actuel entre, bien évidemment, LREM et Nicolas Florian. Donc il y a quand même un contexte qui est très favorable,
On va revenir sur, bien sûr, la qualité de votre programme, mais ce contexte-là, qu'est-ce que vous en dites quand on vous en fait presque le reproche d'une certaine façon, si on vous en fait le reproche? Je ne sais pas. Quelques-uns font toujours des reproches, c'est bien, ça ramène sur terre. D'abord, c'est oublier tout le travail préalable à la victoire. C'est 6 mois pour faire l'union avec le Parti Socialiste, le PC, Génération, cette société civile, et donc c'est 6 mois de travail. 1 pour faire l'union, 2 pour écrire un programme, apprendre à travailler ensemble. Donc ça, c'est aussi un des alignements de planète, il fallait réussir à le faire. Nous avons réussi à le faire avec Pierre Urmic, donc ça, c'est une bonne chose. Après un alignement de planète, j'ai envie de vous dire qu'à chaque fois que j'analyse des élections, il y a un alignement de planète. C'est ce qui a permis à François Mitterrand en 1981 de renverser la table. Eh bien, c'est la même chose ici, aujourd'hui. Après, ce qui sera peut-être le plus dur, c'est si nous ne sommes pas à la hauteur, mais aujourd'hui... Mais reverra-t-on 2 tours séparés de 2 mois et demi? Ça, c'est totalement inédit, vous êtes bien d'accord avec moi? C'est bien inédit, mais j'ai envie de dire, au moment de la fin du premier tour, on n'était pas devant, mais on était à 90 voix, on avait une dynamique positive, c'était incroyable, ça n'était jamais arrivé à Bordeaux. Pas de second tour en 73 ans, c'est-à-dire enfin une démocratie en 2 tours. Donc la dynamique nous portait. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment ces 2 mois et demi, le Covid nous a aidés? Je ne crois pas. Donc tout le monde pourra l'analyser en disant les planètes étaient alignées pour Pierre Urmic. Nicolas Florian les avait aussi alignés, n'a pas su lui en tirer bénéfice. Les résultats des urnes sont là maintenant et c'est nous qui sommes aux manettes et c'est à nous de démontrer que nous avons le bon programme, que nous avons la bonne équipe et que nous réussissons à apporter quelque chose de complètement différent. Une chose aussi qui n'a pas dû être facile, il y a ces 2 mois d'arrêt ou 1 mois et demi dirons-nous, et il y a cette campagne électorale qui reprend une campagne sans véritable meeting. Je crois que vous en aviez fait un au mois de janvier. Les meetings n'étaient pas possibles. Le porte-à-porte ne l'était pas davantage, puisqu'on n'en avait pas le droit pour des raisons sanitaires. Donc vous avez fait du boitage, d'une certaine façon, du phone-in, et ça n'a pas dû être facile. De surcroît, vous avez un sondage qui est très défavorable. L'élection a lieu le 28 et je crois que le sondage a lieu le 17. On vous octroie 9 points de retard. Est-ce que vous vous êtes dit, vous Emmanuel Ajon en particulier, ça y est, c'est plié, on ne va pas l'emporter? Ou est-ce que vous y avez cru? Pierre Urmic dit qu'il a cru en lui jusqu'au bout. Est-ce que vous avez cru en lui à ce moment-là? Au moment du sondage, bien sûr, quand on le lit, c'est un peu le coup de massue sur la tête. Et après, une analyse. Premièrement, on n'est pas les favoris, on le sait très bien depuis le début. Deuxièmement, on est en pleine crise du Covid et on entend parler du maire et de son équipe partout dans la ville sur des tas de publications. Donc il y a aussi la réponse de notoriété du moment T. Et puis troisième point, on se rappelle que pour le premier tour, 15 jours avant, on nous annonçait avec 8 points derrière. Et en fin de compte, on finit avec 90 voix. Donc c'est au contraire une remobilisation, disant il faut aller lutter contre cette hyper-exposition du maire et candidat. Et donc un travail acharné, pas une boîte aux lettres nous échappera, pas un marché nous échappe. Voilà, et on se met à travailler 2 fois plus. Jusqu'au dernier moment, vous n'étiez pas favori, puisqu'au sortir des urnes, je crois l'avoir parlé avec Bastien Gracia juste avant cet entretien, vous aviez 4-5 points de retard le jour même des élections. Donc vous l'avez appris, cette victoire, je crois, dans les studios de TV7, on est bien d'accord, à 21h. Mais vous ne saviez rien jusqu'à l'omerta la plus totale. Pensez à quoi, là, subitement, à 21h, quand vous voyez que Pierre Urmic a 1 point d'avance sur Nicolas Florian? C'est quelque chose de délirant, c'est quoi? Il y a d'abord un cri de joie, et puis on se recentre et on se dit, est-ce que tous les bureaux sont tombés? Est-ce que Codéran est tombé? Codéran n'était pas tombé. Est-ce que Saint-Seurin est tombé? Là, on dit Codéran n'est pas tombé. Plus gros territoire de vote, grosse réserve de voix habituelle pour les candidats de droite. Et là, on redescend en se disant, rien n'est fait. Il y a peut-être quelque chose, on va aller à la permanence et on va attendre le définitif. C'est ce qu'on a fait en 2007 avec Michel Delaunay, exactement de la même manière. TF1 nous annonce avant que nous, on ait entériné notre victoire. Voilà, donc il y a un petit moment de joie bien entendu, de quelques cris, parce que je suis dans la voiture. Vous partez des studios de TV7, vous allez à la permanence rue des Trois Conils et bien évidemment, vous venez aussi à la mairie, très symbolique. Vous êtes autour de Pierre Urmic. Parce que je n'étais pas très loin pour faire des photos à ce moment-là. Et là, il y a un discours improvisé qui se passe devant les caméras. Vous-même, vous êtes dans une espèce d'euphorie exceptionnelle, c'est bien cela. Bien sûr.
pour plusieurs raisons. Nous, pour les Bordelais, parce que je pense à tous les Bordelais que nous avons rencontrés par la campagne et qui sincèrement avaient envie de changement sur des vrais points, hein, que l'on porte depuis des années. Je pense aussi à tous les militants socialistes et à tous les élus socialistes qui n'ont jamais lâché et sont restés là avec des lignes très claires sur l'habitat depuis des années, sur la politique sociale de la ville, sur le fait du déséquilibre des quartiers, sur la politique sociale et culturelle, pas assez tournée vers tous les habitants. Et je pense à tous ces gens qui y ont cru et qui sont restés, et en particulier aux militants, qui n'ont pas changé parce qu'ils n'avaient pas une carrière. On a souvent des leaders qui sont arrivés, qui sont repartis. Et puis je pense à ceux qui, autour de moi, ont dit on va croire à cette union parce qu'on doit être là pour être au moment de l'histoire. Je me dis on a eu raison. On a eu raison parfois de s'affronter avec nos petits camarades. On a eu raison de s'épuiser parfois aussi. Et après, bien sûr, je pense à Michèle Delaunay parce que c'est elle qui a ouvert cet espoir en 2007. Vous êtes marié ici, symboliquement, le 4 juillet, jour de la fête américaine. Est-ce que quand on fait de la politique, on met entre parenthèses sa vie privée? Je crois que Pierre Heurmick a dit à votre mari, ne vous inquiétez pas, je vais de temps en temps vous l'emprunter. Est-ce que Pierre Heurmick ne va pas vous emprunter trop souvent à son goût? Alors quand on fait de la politique, comme quand on s'engage, quand on a un métier, hein, je pense aux hospitaliers qui ne comptent pas leurs heures lors de leur garde, parce qu'ils sont passionnés par leur métier, engagés, parce qu'ils ont un objectif qu'ils veulent atteindre, c'est exactement pareil pour un politique. Alors oui, on ne compte pas nos heures, on a des objectifs. On est de garde dans ce bâtiment aujourd'hui, comme on a été de garde dans le tout petit bâtiment qui était réservé à l'opposition. Donc on n'est pas différent, on est dans l'engagement public, dans l'intérêt général, et tous les métiers qui sont tournés vers cela sont des métiers qui prennent beaucoup sur la vie personnelle. Cela en fait partie, c'est un choix, on le sait. Notre famille le sait, c'est vrai qu'ils sont autant acteurs que nous de notre victoire, parce que s'ils ne le vivaient pas à nos côtés de façon positive, on vivrait un enfer, et donc je pense qu'on ferait mal notre job, ou alors notre vie en serait sûrement amoindrie. Donc ils sont acteurs avec nous, mais comme je pense derrière un grand urgentiste, il y a aussi une belle famille. Vous avez fait des études d'aménagement, des études de géographie. Vous étiez à Bordeaux 3, Michel de Montaigne, je crois, entre 90 et 1995. Donc, on ne vous a sans doute pas confié ce poste au logement et à l'habitat par hasard, même si vous vous occupiez au conseil départemental de l'enfance. Donc là, on change complètement de registre. On revient à vos premières amours, d'une certaine façon, hein, si je ne m'abuse. Tout à fait. C'était un choix, c'était une volonté, ce sont les circonstances qui ont fait cela? Je ne sais pas trop, je pense que c'est les circonstances. Le logement était quelque chose de très marqué dans notre programme, comme un pilier attendu par les Bordelais sur une ville qui devenait de plus en plus excluante en créant du logement et de l'habitat non adapté aux besoins des jeunes, des étudiants, des personnes vieillissantes, des personnes qui travaillent dans la ville, des nouveaux Bordelais aussi qui ne trouvent pas toujours logement adapté et qui finissent par partir un peu loin de l'endroit où ils travaillent en créant ce que l'on connaît comme bouchons et donc pollution. Donc c'était un angle fort, hein, la lutte contre l'airbnbisation, l'encadrement des loyers, qui était fortement porté depuis des années par le Parti social. 19% d'augmentation entre 2017 et 2018 à Bordeaux, la deuxième ville la plus chère de France. Après Paris. Comment vous allez faire pour retourner en arrière, pour permettre aux Bordelais de retrouver Bordeaux d'une certaine façon? Alors, le titre exact intitulé de mon poste d'adjointe est adjointe au service du logement public et à l'habitat. Ça veut dire quelque chose de très fort, ça veut dire l'accompagnement du marché du logement par les pouvoirs publics, puisque jusqu'à présent, Alain Juppé, comme Nicolas Florian, avait choisi de pousser la politique de l'offre et de la demande, c'est-à-dire du laisser-faire. Nous allons intervenir sur le marché. L'encadrement des loyers, un contrôle plus important de tout ce qui est Airbnb, une maison publique de l'habitat, pousser la construction de logements sociaux, puisque vous savez, Bordeaux est toujours en dessous de ses obligations depuis des années, et puis faire aussi des baux solidaires, c'est-à-dire dissocier
le foncier de l'immobilier et puis le viager municipal. On va beaucoup intervenir pour que le logement soit plus abordable et ne soit plus un enjeu financier et surtout un enjeu qui fait fuir les Bordelais hors de Bordeaux. Vous estimez qu'il vous faudra combien de mois pour pouvoir pallier tous ces problèmes dont vous venez de faire l'inventaire et pour qu'on voit vraiment une amélioration sensible? 2 ans, 3 ans? Alors moi je me suis fixé 3 ans pour que vraiment ce soit en place. Le lancement vont être peut-être plus rapide bien entendu. C'est 19%, c'est 10 ans pour rendre le logement inaccessible aux Bordelais. On ne mettra pas 20 ans, mais on ne pourra pas le faire en 1 an. Donc la moitié d'un mandat pour qu'il y ait des choses qui soient vraiment marquantes, que le service public du logement soit inauguré, que l'encadrement des loyers soit lancé, que l'accompagnement du Airbnb soit réellement fait, pour que le parcours résidentiel ait une réponse partout, aussi bien pour le sans-abrisme que pour les personnes vieillissantes sur notre ville. Je me dis 3 ans pour lancer. Après, un mandat ne suffira pas à réorganiser 10 ans de désorganisation du parcours résidentiel des Bordelais. Bordeaux est une ville de 250 000 habitants, je crois. A-t-elle vocation à grossir de façon exponentielle? Ou faut-il à un moment donné fixer des limites à cette expansion? Alors on est plutôt sur la métropole millionnaire qui était portée par Vincent Feltès et Alain Juppé. Nous, on est plutôt dans l'équilibre territorial. Et c'est ce qui me séduisait énormément aussi dans le projet de Pierre Urmic. C'est-à-dire il y a Bordeaux, mais il y a aussi tout ce qui est au-delà des frontières de la métropole, les villes d'équilibre, Libourne, Langon, Arcachon, etc. L'Espar. Alors moi, je crois beaucoup à l'organisation du territoire avec des pôles intermédiaires puissants. Si vous avez des synergies politiques identiques, c'est le cas à Libourne. Tout à fait. Mais c'est peut-être pas le cas dans toutes les... C'est quand même assez majoritairement le cas. C'est le cas à Langon, c'est le cas à beaucoup d'endroits quand même. Et après, je pense que toutes les villes, quelle que soit leur couleur politique intermédiaire, ont envie que la ville-centre leur renvoie enfin quelque chose de positif dans tout son rayonnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bordeaux était quand même à vivre et garder son petit trésor magnifique, son magnifique trésor au cœur de la ville. Ce qui a entraîné tous ces débordements et l'appauvrissement des autres territoires. Et donc je pense qu'avec le président du département, c'est un vrai travail de la région que nous allons faire, avec Jean Luglaise. Êtes-vous bordelaise? Complètement. Je suis née sur les boulevards. Vous êtes née sur les boulevards. J'ai mes études à Bordeaux. Vous étiez au lycée François-Mauriac, je crois. À Bordeaux-Bastille. On a parlé de l'université Bordeaux 3. Quels étaient vos endroits de sortie? Oui, alors il y en a qui ont changé, comme la Victoire, qui est encore un endroit de fête, mais dans les lieux, et qui reste un lieu de prédilection pour moi, c'est le Planat, qui était un grand lieu de fête et qui a grandi avec nous et qui est aujourd'hui un lieu où l'on se retrouve très souvent, justement, après les réunions politiques, pour boire un verre ou dîner ou déjeuner, puisqu'il est aussi ouvert le dimanche et à des heures tardives. Donc vous voyez, ça reste un lieu emblématique qui aura suivi toute ma vie bordelaise. Votre resto préféré à Bordeaux, c'est quoi? Ça, c'est hyper difficile. J'en ai plein. Est-ce que vous aimez bien aller sur les bords de la Garonne? Alors je suis très bastidienne, donc bien sûr ceux-là ont toute mon affection et c'est ceux que je vais voir le plus souvent, bien entendu. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'aménagement de ces bords de Garonne qui a commencé dans les années 90, me semble-t-il, en même temps que les travaux du tramway? Michel Courajou, me semble-t-il, parce que vous êtes une urbaniste, c'est bien cela. C'est bien, ça aurait pu être mieux. Quel regard portez-vous là-dessus? Vu de la rive droite, c'est un spectacle extraordinaire, très très beau. Vu de la rive gauche, parce qu'on regarde, les deux côtés ont été aménagés. On pense souvent à l'aménagement de la rive gauche. La rive droite a aussi été aménagée. Le bord de fleuve, qui est une promenade verte voulue par tous les maires métropolitains, en particulier ceux de la rive droite, qui ont beaucoup porté ça, pour que ça dépasse la frontière bordelaise, est très réussi, sauf... Sauf quoi? La frontière, la belle façade du XXIe siècle qui fait face aux pierres blondes du XVIIIe est une catastrophe urbanistique. Et ça, pour moi, c'est le plus grand loupé bordelais. On ne pourra pas tout, bien sûr, dynamiter, il en est hors de question. Mais voilà, c'est le plus grand loupé pour moi, c'est le Bordeaux du XXIe et l'urbanisme du XXIe, qui est le plus grand loupé d'Alain Juppé et ce qui aura fait le plus de mal à Bordeaux, mais qu'on va payer durant de longues années. Je vois de longues copropriétés dégradées bientôt qui vont fleurir. Voilà, donc c'est vraiment pour moi le grand loupé. Et quand on regarde de la rive gauche, la rive droite, derrière le rideau d'arbres, c'est ce que nous allons voir qui est en train de se densifier et de monter
à des hauteurs un peu hallucinantes d'ailleurs. Deux dossiers chauds, le tramway et le Matmut. Allez, un peu les Girondins, même si je sais que c'est pas votre tasse de thé le foot, mais je sais que Pierre Urmic a déjà pris position, alors vous n'allez pas pouvoir taper en touche, comme on dirait à l'UBB. Hein. Donc, le tramway, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête J'ai entendu des choses très contradictoires de la part de Pierre Urmic à ce sujet. Alors Pierre Urmic ne va pas décider seul de toute façon, ça va être une décision métropolitaine, donc ça se fera en concertation avec les autres maires et avec la population. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on est dans la sobriété de la dépense publique et qu'un kilomètre de tram, ça coûte extrêmement cher. Donc si l'on décide de mettre du tram, c'est qu'on sait qu'il y a un intérêt économique, un intérêt de rééquilibrage et des populations derrière importantes qui auront à utiliser ce tramway. Donc c'est aussi une analyse pointue, financière, technique bien sûr, mais à partie financière. Voilà. Le Matmut, on vend aux Girondins, mais comment les Girondins pourraient-ils l'acheter alors qu'ils ne sont même pas certains de rester en Ligue 1? Ça va être un peu compliqué tout ça. Ils ont des investisseurs, puis il y a des passionnés dans le foot, c'est ça que j'ai découvert, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts, comme on achète. Il y a beaucoup de passionnés, mais il y a des passionnés qui n'ont pas toujours beaucoup d'argent. Ça, c'est un peu le problème dans le foot quand même. Hein. J'ai cru entendre que vers la Belgique, il y avait quelques passionnés qui avaient quelques moyens, mais alors je vais vous dire que je ne travaillerai pas à fond ce dossier, même si je le suis vraiment de près, parce que je suis attachée à ce patrimoine immatériel bordelais que sont les Girondins de Bordeaux et leur club de foot, de supporters, qui est un très vieux club, qui est vraiment porteur. Conflit larvé. Conflit larvé entre le président Frédéric Longuepée et les supporters. Larvé, vous êtes sympathique, je crois. et Pierre Urmic a clairement pris position en disant Longuepée, on n'en veut plus. Alors, qu'est-ce qui se passe alors je pense que c'est à l'image de quelque chose que nous ne voulons pas, c'est-à-dire le montage financier qu'il y avait derrière l'achat du Matmut et des Girondins, avec des gens qui se cachent derrière des fonds de pension, des coquilles vides qui répondent aux risques financiers à la ville de Bordeaux et qui se cachent. Le véritable acheteur s'est caché derrière, c'est le cas de King Street. Alors, je crois que M. Longuepée représente tout cela, ce montage financier que nous trouvons dangereux pour les finances publiques, pour la ville de Bordeaux et pour les Bordelais. Et donc c'est pas lui personnellement, c'est ce qu'il représente. Vous avez beaucoup d'échéances politiques dans les quelques mois qui viennent, des sénatoriales, si je ne m'abuse, voyons si j'ai bien bossé mes fiches, je crois que c'est au mois de décembre. Ah, septembre. Septembre. Vous avez aussi, beaucoup plus proche de nous, le 17 juillet, l'élection de celui qui va représenter Bordeaux Métropole. Il me semble qu'un de vos poulains est favori, non? N'est-ce pas? Il semblerait qu'il soit le maire de Mérignac, mais j'en suis pas tout à fait sûr. En tout cas, je serais très favorable et heureuse que ce soit Alain Anziani, en effet, qui puisse vendredi tirer notre projet métropolitain, un projet qui sera sûrement commun à toutes les forces de gauche. Et il sera capable d'avoir avant tout réuni autour d'un projet les forces de gauche, non pas autour juste d'un échange de places, mais bien d'un projet pour tous les métropolitains. Hiver 2021, une échéance, les cantonales. Vous êtes vice-présidente du conseil départemental. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste à la fois vice-présidente du conseil départemental et troisième adjointe à la mairie, ou on ne fait pas, où il n'y a pas cumul de mandat? Quelle décision avez-vous prise dans l'état actuel des choses? Dans l'état actuel des choses, je vais me consacrer à Bordeaux. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner mon canton que j'aime énormément, mais je ne prendrai peut-être pas la charge, si j'ai la chance d'être réélue sur mon canton, le 5e canton de Bordeaux, une vice-présidence, aussi lourde que celle qui est celle de la protection de l'enfance. Regardez par contre la vice-présidence en quelque sorte du PS en Gironde. Enfin, voilà. Ça, vous le gardez. Ça, il y a un congrès, tout ça, ça va être revoté aussi à peu près aux mêmes périodes. Mais en tout cas, je n'abandonne pas en cours de mandat. J'ai beaucoup de mal à abandonner en cours de mandat, surtout à quelques mois des échéances. Ça fait vraiment... Moi, j'ai obtenu quelque chose, maintenant débrouillez-vous sans moi. Je suis plutôt une femme d'équipe que d'appareil. Et puis, un chef d'équipe de qualité, Alain Rousset, à la tête de la région. Vous espérez bien qu'il va pouvoir continuer ce travail, puisque les régionales, si elles ne sont pas reportées, mais normalement, je crois qu'Emmanuel Macron semble freiner un petit peu là-dessus, donc devrait avoir lieu en même temps que les cantonales, je crois que c'est à l'hiver 2021. Donc Alain Rousset pourrait être quand même le favori logique à sa succession, et j'imagine bien sûr que le PS va le soutenir, heureusement. J'espère bien entendu. Alors si vous le voulez bien, pour terminer cet entretien, j'aimerais que nous parlions justement d'un parti qui vous est cher. Jean Jaurès l'avait créé, me semble-t-il,
1895, mais je ne suis pas certain de ce... C'est la CGT, je crois, qui était née en 1895, et la SFIO, qui s'est appelée longtemps comme cela, la section française de l'Internationale ouvrière, qui est devenue le PS en 1972, qui a traversé Congrès d'Épinay, qui a traversé donc de nombreux tourments, c'est le moins qu'on puisse dire, avec notamment l'impossibilité pour François Hollande de se représenter, ce qui était quand même un petit peu inédit dans nos institutions. Comment va le PS, Emmanuel Ajon, et cette victoire qui vous amène à la mairie de Bordeaux avec 5 adjoints socialistes, est-ce que c'est un regain de forme, pourrait-on le dire ainsi, puisqu'on parlait des Girondins en quelque sorte il y a quelques instants? Alors c'est pas un regain de forme uniquement à Bordeaux, on peut le regarder sur plein d'autres grandes villes de France. Je vous rappelle, il y a 1 an et demi, on a annoncé Anne Hidalgo-Pernonte, elle a gagné brillamment la ville de Paris. Je parlerai de Nantes, de Rennes, de toutes ces femmes mères socialistes qui ont gardé leur ville, et puis d'autres villes que nous avons pu gagner grâce à l'union des gauches. Donc je crois que c'est aussi aujourd'hui un parti socialiste qui regarde ses partenaires, pas toujours en voulant absolument être le premier, mais plutôt dans un parcours de projet partagé. Donc c'est une nouvelle forme, et je pense que c'est ça qui redonne aussi de la couleur au PS, de ne pas être et de vouloir être le seul à être et à incarner cette sociale, écologie, démocratie, mais bien le faire de façon partagée et être un facilitateur d'union et un porteur d'union bien souvent. Donc c'est ça qui fait que le PS va bien, et puis je crois que surtout ce qui fait que le PS va bien, c'est que les Bordelais, comme les Français, s'aperçoivent que quand le PS est à la tête des collectivités locales, dans leur quotidien, ça change vraiment quelque chose. Un département à gauche, c'est pas un département géré par le Parti socialiste et ses partenaires, c'est pas un département géré par les Républicains, c'est pas la même politique, c'est pas le même accompagnement au quotidien, dans les collèges, pour les personnes âgées, pour les plus défavorisés. Vous avez 1700 adhérents en Gironde, je crois, ce qui est quand même un chiffre respectable, moins de militants, parce qu'on peut être adhérent, sympathisant sans être militant. Vous êtes une militante de base. Il y a combien de militants, de gens qui vraiment sont capables de s'investir pour le parti Sur Bordeaux ? Sur Bordeaux, par exemple. Sur Bordeaux, on a environ 200 militants. Vous avez des sections, c'est ça, où les gens se retrouvent, hein, c'est bien cela, où ils dialoguent, où ils refont le monde. On est un petit peu idéaliste lorsqu'on est au Parti socialiste. Est-ce qu'on a envie de refaire le monde? Bien sûr, et heureusement. Alors après, on est souvent ancré par des élections qui nous rendent un peu moins idéalistes et plus pragmatiques. Puis surtout, il faut parler des sections, c'est aussi l'endroit où on est au quotidien avec son voisin, avec ce qui se passe sur le territoire, et où on réfléchit à l'hyper-proximité, et qui permet aussi à chacun de pouvoir parler avec son voisin et comprendre la réalité des besoins. Donc c'est aussi, au-delà d'être idéaliste, c'est aussi une organisation qui permet à la base de faire remonter un petit peu vers un peu plus haut, si on doit parler de manière pyramidale, faire remonter la réalité de terrain. Donc je crois que c'est devenu un parti où on est encore idéaliste parfois, mais on est aussi pragmatique, mais on est surtout beaucoup de terrain. Une dernière chose, j'ai remarqué qu'il y avait une parité légèrement en la faveur des femmes à la mairie de Bordeaux, hein, parce que sur 25 adjoints, il y a 13 femmes, 12 hommes, hein, c'est cela. Pierre Urnick a choisi, a voté féminin. Peut-il y avoir une dernière question, candidature socialiste en 2022, ou faudra-t-il qu'il y ait une alliance entre les Verts et les Roses pour avoir, si ce n'est une chance de succès, au moins une bonne progression lors des élections présidentielles? C'est peut-être un peu prématuré de le dire. Et quel candidat surtout? Alors, c'est prématuré pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il y a les sénatoriales qui vont donner aussi une petite coloration, parce qu'il y a plusieurs scrutins dont vous venez de parler, qui vont aussi donner la réalité de ce qui se passe et ce que veulent les Français. Aujourd'hui, au jour J, j'ai envie de vous dire, c'est une candidature d'union qui devrait amener à une victoire. Yannick Jadot? Je ne sais pas, ça peut être Olivier Faure, ça peut être aussi, je sais pas, un autre candidat pour le Parti socialiste. Donc je pense que ce que j'ai appris, c'est le projet qui devra faire l'homme, et pas l'homme qui devra faire le projet. Pas les deux à la fois? Non, pas obligatoirement. Emmanuel Macron, un an avant l'élection, n'aurait pas misé un penny dessus. Non, mais là, c'était pas un projet. François Hollande a aussi profité des circonstances en 2011. Je ne crois plus à l'homme emblématique, c'est lui qui portera. Il y en aura peut-être un autre jour. Aujourd'hui, j'en vois pas. Par contre, l'homme qui est capable de porter une union, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et du travail de recul sur soi. Hein, de ne pas dire je.
mais bien nous, et aller chercher les autres pour les agréger. Donc c'est cet homme-là qui sera le plus... ou cette femme d'ailleurs. J'allais vous le dire, à quand une femme présidente? Parce que je vous regarde et je me dis, mais pourquoi pas une Emmanuelle femme Ajon présidente? Non, pas du tout. Non, Emmanuelle Ajon peut-être pas présidente, mais... Et pourquoi pas? Non, pas du tout. Mais une femme présidente peut-être, mais c'est pareil, c'est pas parce que c'est une femme. Je veux dire, on va pas aller chercher une femme pour une femme. Il faut une femme qui est capable de porter cette union, de porter l'envie de travailler ensemble sur un vrai projet, et donc d'embarquer ses partenaires et après les Français. Autrement, ça marchera pas. Et si c'est juste sur une espèce de texte promotionnel, ni gauche ni droite, je referai tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, on sait que c'est une catastrophe et on voit qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas, ça met les Français encore plus un pas de côté de la politique, ça crée beaucoup de désillusions, beaucoup de colère, ça casse encore plus la machine sociale française, donc c'est pas le slogan publicitaire qui gagnera le prochain coup, je l'espère bien. Bien, écoutez, merci Emmanuel. Merci à vous. Merci Emmanuelle Ajon, parce qu'on était vraiment ravis de vous accueillir et on a pu avoir un petit aperçu d'abord de votre conquête de la mairie de Bordeaux, de votre projet. J'espère que nos téléspectateurs en savent désormais davantage, de vos ambitions aussi politiques, de vos combats. Et cette mairie de Bordeaux, eh bien, vous allez la tenir pendant 6 ans. On vous jugera bien évidemment après ces 6 années et nous verrons si Bordeaux a changé, s'est métamorphosé, est devenu plus habitable pour les Bordelais, puisque ça va être votre mission essentielle, je crois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et bonne soirée à vous tous. Au revoir. Merci.